Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Voici le débat. Eh bien, sur le débat, tout de suite et maintenant, en tout cas, il faut préciser par ailleurs qu'ils sont là, nos invités, tout le matin, comme il se doit d'ailleurs. Docteur Yamtima, bonjour, bienvenue à vous. Au Pastos d'ailleurs ce matin. Bonjour, monsieur Guest, merci de me accueillir sur votre plateau. D'accord, très heureux de vous avoir. Hein. Le temps que vous souffliez un peu, j'espère que ça ira. À ma gauche, André Badakani, bonjour, président, et bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn, bonjour à mon frère, mon ami bien-aimé Dr Yam, bonjour à mon copanéliste que tu vas présenter, l'autre copanéliste. Je salue tous les techniciens de DBS et c'est toujours un plaisir pour moi d'être à tes côtés. Merci beaucoup, grand frère, d'être là ce matin. Kamga Tagambo Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et bonjour à tous vos téléspectateurs. Et je vais dire un bonjour particulier au président Bandakani. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous et avec Dr Yam, que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'autre jour. D'accord, en tout cas c'est votre baptême de feu, on espère que ça ira pour vous. C'est souvent bien comme ça hein, sur ce plateau, de faire venir souvent de nouvelles personnes pour un petit baptême de feu. On espère que vous allez vous en sortir et que vous n'aurez pas peur des deux cadors. D'accord. Bienvenue en tout cas à vous, hein, Faustin, bienvenue à ce débat de ce matin. Messieurs, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 marque la fin de la guerre froide et l'expansion des idéologies libérales dans le monde. Cet événement majeur de la scène géopolitique internationale va entraîner en Afrique, il faut le préciser, la venue des vents de l'Est caractérisés par, il faut le dire, la démocratie, le multipartisme, la liberté d'expression et l'alternance politique. Pour beaucoup d'Africains, la composante alternance politique portait les espoirs de voir enfin un développement économique véritable sur le continent noir. En effet, elle oblige moralement chaque régime à faire mieux que le précédent. Cependant, l'observation des sociétés africaines contemporaines ne semble pas valider cet espoir. Par conséquent, plusieurs années après les mouvements démocratiques en Afrique, on s'interroge toujours. Peut-on, il faut le dire, toujours croire au miracle du développement économique sur le continent ? Telle est la grande interrogation. La composante, il faut le dire, alternance au pouvoir de la démocratie peut-elle contribuer de façon significative à faire émerger économiquement les nations africaines ? Là encore, c'est une autre interrogation. Parce que depuis le discours de la Baule de 1990 par François Mitterrand, eh bien, on a eu le multipartisme, on a eu la liberté d'expression, mais la seule chose qu'on n'a pas reçue, eh bien, c'est le développement des pays de l'Afrique noire. Qu'est-ce qui se passe justement sur le continent africain ? Est-ce que l'alternance est justement... L'alternance politique peut-elle, il faut le dire, favoriser le développement de l'Afrique ? Ça, c'est notre grande interrogation et surtout notre thématique de ce matin. Je me tourne vers le président Badakani ce matin. C'est un vieux débat. Hein. Il est trentenaire pour certains, mais il est plus vieux pour d'autres qui ont l'habitude des débats politiques et géopolitiques. Est-ce que l'alternance est une solution pour l'Afrique ? Posé comme ça, comme question, ça dépend de quel angle on le prend. Mais de manière fondamentale, il faut d'abord interroger c'est quoi la démocratie ? On dit, puisque l'alternance rime avec démocratie. Les deux sont des concepts jumeaux. L'alternance signifie un changement à la tête de l'État, un changement de régime politique, un changement d'individu à la tête de l'État. C'est comme ça qu'il faut circonscrire banalement, je dis bien banalement, l'idée de l'alternance. Est-ce que c'est une solution pour l'Afrique ? Il faut simplement regarder les pays où il y a eu alternance en Afrique. Qu'est-ce qui a changé de façon fondamentale en termes géopolitiques, en termes même de santé politique, je dis la bonne santé politique, en termes de pratiques de gentleman, c'est-à-dire les usages, les us politiques entre partis, entre personnalités politiques. Est-ce qu'il y a eu une croissance de l'éthique dans ces pays-là, une croissance de la morale politique, une élévation, c'est moi dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a eu des avancées économiques dans ces pays ? Regardez tous les pays africains. On n'a pas besoin d'avoir des lunettes spéciales pour voir que fondamentalement rien n'a changé. D'ailleurs, il y a des pays qui ont basculé carrément dans des guerres civiles, qui ont connu une régression extraordinaire.
pendant 30 ans, 20 ans. Regardez la Centrafrique, actuellement regardez les pays du Sahel, où les présidents sont élus très très démocratiquement. Alors, les pays où on a voulu nous présenter comme étant des vitrines de la démocratie, regardez dans quel état ils se trouvent. Regardez dans quel état ils se trouvent. Donc, ces importations de systèmes politiques qu'on greffe comme ça sur des structures historiques, socio-historiques, sans tenir compte de leur situation, de leur réalité, ne marche pas. Dans l'histoire, ça n'a jamais marché. Jamais marché. La démocratie, l'alternance, c'est comme un don. C'est une dotation de tuteurs extérieurs. Ils disent qu'un matin, on se lève, on dit, pendant 30 ans, on vous a dit que le parti unique était la meilleure chose pour vous. On a tué les gens qui étaient contre le parti unique. On a dit que c'est la meilleure chose. Les Occidentaux ont théorisé ça. On a canonisé ça. Un matin, on se lève, on dit, OK, Mitterrand fait une conférence. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on va vous donner la démocratie. On va vous accompagner pour que vous deveniez des démocraties. Qui est la tenance à l'État, les élections transparentes et libres. Mais dans les pays africains, aucune réflexion sérieuse ne s'est mise en place pour se demander, mais comment des gens qui nous ont dit hier, qui ont canonisé le parti unique hier, tuant même les gens qui étaient pour la démocratie, pour la tenance, pour le pluralisme, qu'est-ce que ça les amène à se lever un matin et dire que non, vraiment, on s'est trompé, c'était pas bon. Maintenant, démocratisons. Entrons dans les systèmes d'alternance, avec élections pluralistes. Personne n'a fait cette élection fondamentale. Et du coup, la démocratie a été un don qu'on nous a donné. C'est une dotation de l'Occident à l'Afrique. C'est vrai qu'il ne faut pas insulter la mémoire de ceux qui, pendant longtemps, ont cru à un idéal démocratique en Afrique. Dans les oppositions, ceux qui étaient en exil, ceux qui ont combattu qui luttaient contre justement le système de parti unique. Même si dans leur combat, ils avaient toujours pour référentiel l'Occident. Justement. Toujours l'Occident. Donc, il n'y a eu aucune réflexion. Depuis même pour commencer à voir déjà l'origine de la démocratie et des systèmes d'alternance en Occident. Personne n'a essayé de réfléchir sur quelles sont les conditions concrètes, je vais dire culturelles, politiques, économiques, sociales, géopolitiques, géospirituelles, qui permettent l'avènement d'un système démocratique et des alternances à la tête de l'État. Personne n'a étudié ça. On s'est mis à courir partout, et du coup en Afrique, des choses terribles sont arrivées. Vous avez n'importe qui désormais en Afrique peut être président. N'importe qui. N'importe qui peut être président. Des gens sans aucun parcours, sans aucune réelle formation politique, qui n'ont aucun projet. Des gens étaient vendeurs d'arachides hier, un matin, ils sont présidents. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réfléchi sur comment s'asseoir dans un bureau présidentiel. Jamais. Ils sont présidents. Vous avez des calides, des faussaires des grands chemins qui sont présidents en Afrique parce qu'élus démocratiquement à l'issue de la tenance. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, on est arrivé dans une situation extrêmement grave où, désormais, les pays sont ingouvernables parce que tout le monde rêve d'être président et empêche celui qui est là de travailler. Il n'y a plus aucune discipline collective qui sont des conditions élémentaires du développement. La discipline collective. Et notre culture politique, notre patrimoine politique a été carrément mis de côté. On a mis ça de côté. C'est-à-dire que désormais, on n'a même plus de passé politique. On n'a plus d'histoire politique. C'est-à-dire que notre vie politique a commencé avec M. Mitterrand. Le discours de la Baule en juin 90. S'il faut appeler ça discours. Donc, notre vie politique a commencé comme ça. Personne ne se souvient que pendant des millénaires, nous avons rayonné dans le monde. Nous avons appris aux gens la politique dans le monde. Nous civilisions des gens pour les enseigner comment on forme un État. C'est quoi gouverner? Je dis, pendant des millénaires, on a oublié ça. On a oublié que ce système politique qu'on avait à l'époque nous ont hissés au sommet des sociétés dans le monde. On rayonnait partout dans le monde entier. On a oublié tout ça. On estime que ça ne peut en rien inspirer nos sociétés. Et du coup, de ce point de vue, il y a un divorce extraordinaire entre la structure même sociale, à la racine, la structure, les Anglais disent at grass level, lui qui connaît un peu ça. C'est-à-dire les structures de base de nos sociétés n'ont aucun impact au sommet. Ça veut dire quoi? Vous prenez la famille, vous prenez les clans, vous prenez les villages. Mais ces pays, ces instances qui nous fabriquent, qui produisent la société sur le plan culturel, ne sont pas des structures démocratiques au sens occidental. On a honte de ça. Moi, j'ai vu un grand sultan dans ce pays qu'on respecte, il nous dit qu'il faut la tenance à la tête de l'État. Sans commencer par dire qu'il fallait d'abord ça à la chefferie où il gouverne. Il a honte de la chefferie où il gouverne.
Un grand royaume comme son royaume, qui a fait l'histoire. C'est-à-dire qu'on est incapable, le sultan est incapable de mettre en place une université traditionnelle pour produire un système politique à partir de son cas qui puisse nous projeter dans un lendemain meilleur. Non, non, non. On reprend des friperies conceptuelles, des bêtises comme ça, des saletés qu'on nous impose comme ça. On reprend, on répète, et nos pays sont ingouvernables. Quand on a dit ça, qu'on s'entende bien, l'alternance en tant que telle, je ne sais même pas s'il faut lutter pour l'alternance. Oui. C'est qu'on s'inscrit dans le schéma occidental qu'on lutte pour l'alternance. L'alternance est même naturelle. Nos royaumes africains, il y avait l'alternance. Le roi mourait. Quand il avait trahi, on le mettait à côté. Pas de mécanisme institutionnel clair, on l'enlevait. Quand il n'avait plus de vitalité, au sens africain du mot, on l'écartait. L'alternance, on connaît. Mais maintenant, c'est l'alternance de type occidental, à partir de 5 ans. Cette façon de scinder le temps. 5 ans, 7 ans. Qu'est-ce qu'on y met? Quelle est la matrice paradigmatique, pour ne pas dire civilisationnelle, qui conçoit ce temps-là pour gérer un État? Personne ne pense à tout ça. Donc, moi, je pense que de mon point de vue, le bilan est négatif. Négatif. 30 ans après, Dr Yam, vous également, vous pensez que le bilan est négatif? Après l'arrivée de la démocratie, surtout de cette sorte d'alternance qu'on a besoin à la tête des États africains? De quelle alternance on parle? Je sais pas En fait, je suis toujours très embêté quand on reprend tout ce qui se dit ailleurs et on pense que ça veut dire que ça s'applique nécessairement à nous. De quelle alternance on parle? Vous parlez de pays qui ne sont pas indépendants et vous appliquez le terme alternance. Si vous êtes indépendant, on peut parler d'alternance. Parce qu'à ce moment, on va décider, on va voir si vos citoyens ont décidé d'une alternance d'un régime ou de l'alternance d'un système. Parce que là, on parle de façon scientifique. Mais vous n'êtes déjà pas indépendant, donc il ne peut pas y avoir d'alternance chez vous. C'est pour cette raison que le discours de la Baule de Mitterrand de 90, de juin, semble être un événement fondateur, alors que c'est un non-événement. Mais c'est la même chose que la loi Gaston Defferre de 1958. C'est-à-dire que vous avez des gens qui décident de quelque chose quelque part et vous disent que c'est comme ça que vous allez vivre. C'est tout. On a décidé en 1958 qu'on va vous donner l'autonomie et que quelque temps après on vous donnera l'indépendance. Mais souvenez-vous de la lettre du Premier ministre français Louis Debré, Michel Debré, au Premier ministre gabonais Léon Mba en juillet 1960. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: et on vous donne l'indépendance, mais dans le strict respect des accords de coopération. Donc, en 90, on vous dit oui, mais désormais, du fait de la recomposition de notre univers, de notre environnement européen et occidental, on vous accorde désormais le multipartisme. Parce qu'avant, c'était plus sûr de vous contrôler dans le cadre d'un parti unique. Maintenant, on peut vous donner le multipartisme parce qu'au fond... Pour mieux vous diviser? Oui, enfin, entre autres choses, il y avait l'idée de division, mais il y avait surtout l'idée que si on vous accorde le multipartisme, vous devenez plus fragile. Et cette fragilisation permet de continuer à vous contrôler et à piller vos pays sans vergogne, tout simplement. Nous ne devons pas prendre au premier degré les choses qui viennent d'ailleurs. Nous ne devons jamais prendre ça au premier degré. Lorsque vous êtes est-ce qu'il n'y a pas d'alternance en Chine? Il y en a. Est-ce que la Chine est démocratique? Est-ce que la Chine est démocratique? Quand vous prenez l'Égypte antique, est-ce qu'il n'y avait pas d'alternance? Il y avait toujours l'alternance, tout le monde le sait. Est-ce que c'était démocratique? Pas du tout. C'était pas démocratique dans le sens occidental, mais tout a toujours été démocratique. Il n'y a aucun pays au monde où ce n'est pas le peuple qui inspire un certain nombre de choses. Il ne faut pas du tout que les gens se prennent la tête en donnant l'impression qu'ils ont inventé le fil à couper, enfin, qu'ils ont inventé le cercle. Il existe indépendamment de vous. C'est tout ce qui se fait à la tête de tous les États et l'émanation d'une manière ou d'une autre du peuple. La Chine change de dirigeant tous les 10 ans. Il y a eu juste l'entorse de Xi Jinping ces derniers temps. C'est pour ça que la crise du coronavirus paraît assez bizarre. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Donc, mais depuis Deng Xiaoping, c'est tous les 10 ans. Oui. C'est de l'alternance. Mais c'est pas un changement. C'est pas de l'alternance au sens de changement de système. C'est un changement de régime. Le régime Xi Jinping, le régime tel, etc. C'est un changement d'homme. Maintenant, vous avez des changements de système qui peuvent se produire. C'est par exemple aujourd'hui ce que les Africains attendent.
que le système néocolonial, le système colonial qui s'est mué en système néocolonial à la faveur des indépendances, change et à la faveur d'une vraie indépendance que nous allons acquérir à travers tous les éléments de l'indépendance qui sont pas seulement un territoire, encore que nos territoires pour l'essentiel sont contestés, ce ne sont pas des choses que nous avons décidé d'avoir telles que ça existe aujourd'hui. Oui. Je crois que le seul territoire dont dont la décision, ou disons dont la forme existe aujourd'hui, peu ou prou, tel que décidé par ce peuple ou conquis par ce peuple, ce n'est que l'Éthiopie. Le reste, ce sont des entités créées artificiellement que nous n'avons pas demandé, à la constitution desquelles nous n'avons pas été associés, et quand même qu'on appelle nos territoires. Et d'ailleurs, on est toujours scandalisé que les gens consacrent l'intangibilité des frontières. Mais l'intangibilité des frontières permet aux prédateurs de continuer à dire « voici mes actifs ». Nous avons un actif qui s'appelle le Cameroun, qui a 475 000 km² et nous pouvons prendre du bois, du pétrole, du gaz et tout ce que nous voulons là-bas à vil prix. C'est pas pour nous ça, c'est en fait pour ceux qui pillent notre pays. Et de l'autre côté, vous avez, donc il nous faut un changement de système. Et ce système nouveau que nous appelons doit être porté par des personnes dont l'objectif majeur, le projet de société, le programme politique est de conduire véritablement nos pays à l'indépendance. Vous ne pouvez pas être indépendant si vous n'avez pas de monnaie. Oui. Le fait que vous n'avez pas de monnaie signifie que vous n'êtes pas un pays indépendant. D'ailleurs, vous ne commercez avec personne dans le monde. On ne vous connaît pas. Le Cameroun ne peut pas faire des affaires avec la Nouvelle-Zélande parce qu'on n'a rien. On va échanger sur la base de quoi? La Nouvelle-Zélande va acheter, va payer la France qui va nous donner une partie de ce qu'elle va payer. Donc, la Nouvelle-Zélande n'a pas fait d'affaires avec nous. Elle a fait des affaires avec la France. Donc, c'est ça les éléments de l'indépendance. Et on ne peut donc pas poser de façon pertinente un débat sur l'alternance chez nous. Les personnes qui sont là à penser que le fait, par exemple, dans le cas d'un pays comme le Cameroun, que Biya parte et qu'il le remplace, ne sont pas dans l'alternance. Ils sont dans la continuation du néocolonialisme, tout simplement. Et des mécanismes d'accumulation et d'appropriation, de captation des ressources qu'a mis en place le système qu'on appelle le néocolonialisme. Le régime Ahidjo peut passer, le régime Biya arrive, rien n'a changé. C'est la même chose. C'est le même système. Oui. Donc, en réalité, la question de fond devient une question qui porte sur le changement de système. Parce que je vais vous dire, lorsque les gens semblent lier alternance à démocratie, ils se trompent. Il y a alternance en Russie, c'est une démocratie. Il y a alternance en France, c'est une démocratie. Mais il y a alternance en Chine, c'est pas une démocratie au sens occidental du terme. Oui. Donc, en fait, le fond du problème, il y a alternance même à Cuba. Il y a des dirigeants qui ont changé. Hein, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc il faut qu'on comprenne une chose, c'est que la question devrait être posée sous une autre forme chez nous. Oui. Comment historiquement, je ne vais pas dire traditionnellement parce que ça porte à confusion, comment historiquement se sont gérés les transferts de pouvoir ou les passations de pouvoir ou les changements de régime et de système à la tête de nos États dans l'Afrique de nos ancêtres. Tant que nous n'allons pas placer les questions de fond de l'organisation de nos sociétés sur ce que historiquement nous avons construit, nous ne pourrons jamais avoir les bonnes réponses qui permettront à notre peuple de parvenir au bonheur. Lorsque vous avez différents systèmes en Afrique, vous avez des systèmes des peuples où vous aviez des rois ou des sultans ou des chefs, des personnes qu'on appelle comme ça. Oui. Mais comment ça se passait le changement de régime ou le changement de système à la tête de ces États? C'est ça qu'il faut poser comme question. Il ne faut pas faire comme si l'Afrique n'existait pas. Il ne faut pas faire comme si... Et c'est parce que justement on fait comme si les 2-3 lignes de droit constitutionnel européen qu'on a lues sont le Graal de la science et de la connaissance que nous venons penser que c'est ça qu'il faut appliquer à l'Afrique. Non. Les questions, le développement ne s'obtient pas parce que vous avez changé des gens au pouvoir. Tous ces gens-là qu'on a changé au pouvoir depuis un certain temps, il y a de nouveaux présidents, etc., en Afrique francophone, est-ce que ça a apporté le développement? En Côte d'Ivoire, ils se sont même battus, on a changé de président. Est-ce que entre 2000 et 2010, ils ont eu 4 présidents ou 3 présidents? Beaucoup d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce que ça, c'est de l'alternance, non? C'est de l'alternance. Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? La désolation. La désolation. Je crois que tout ça est lié au fait que nous n'avons pas fondé à ce jour
les projets politiques sur ce que nous sommes historiquement. Et de ma dernière phrase, si vous permettez, l'autre chose, c'est quoi? C'est que nous pouvons chercher effectivement par une première étape à dire que ceux qui ont été au pouvoir pendant un certain temps, on peut les changer, mais n'oubliez jamais une chose. Ce qui compte en matière de développement, l'une des clés du développement, c'est la stabilité. Stabilité ne veut pas dire des gens qui restent au pouvoir pendant une éternité. Stabilité ne veut pas dire les mêmes systèmes au pouvoir. Mais la stabilité veut dire que dans les mécanismes, les ressorts profonds du pouvoir, les ressorts profonds de l'organisation politique du pays, il y a à l'intérieur la capacité le temps suffisant pour laisser que les chercheurs, les entrepreneurs, les familles, bref, les différentes activités aient le temps suffisant historiquement pour pouvoir se construire, se structurer, éclore, produire des fruits, générer des fruits et arriver à des mécanismes, à stabiliser des mécanismes d'accumulation primitive qui permettent en fait de consolider, si vous voulez, les acquis et la richesse de la nation. Kamga Tagambo, Faustin, vous avez écouté les uns les autres. On a l'impression aujourd'hui que l'Afrique connaissait déjà la vraie démocratie et que malheureusement, vers la fin des années 89, pour ne pas dire début des années 90, la démocratie qu'on a servi en fait aux Africains, c'était pas réellement une démocratie. Aujourd'hui, on parle d'alternance alors qu'on n'a pas réellement également d'alternance. En réalité, si on devrait parler de démocratie en Afrique, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de nos États, qu'on le veuille ou pas, après les indépendances de 1960 et bien d'autres, ont été des pions de l'Occident. Et du coup, quand quelqu'un vous pose ou vous place à la tête d'un État, l'objectif pour vous, c'est de servir votre gourou en quelque sorte. Et entre-temps, les Africains ont passé le temps à servir l'Occident, qu'à penser aux outils nécessaires pour sortir leur peuple du sous-développement. Dans les années 60, les pays comme la Corée, le Singapour, le Taïwan, qui sont les pays de l'Asie, étaient pratiquement au même niveau du sous-développement que le Cameroun et que beaucoup d'autres pays de l'Afrique centrale et même de l'Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, si on regarde le niveau de développement dans ces pays-là, c'est quand même impressionnant. Pourquoi ces pays sont parvenus à sortir leur peuple de la misère et de la précarité? C'est parce qu'ils ont pu utiliser la culture, leur culture. Est-ce qu'il y a une identité culturelle au Cameroun? Je ne crois pas. Les Camerounais s'identifient, s'il faut le dire ainsi, à l'Occident. Oui. Ils s'identifient à tout ce qui vient d'ailleurs. Est-ce que même la musique camerounaise aujourd'hui a une identité? Mais que non. Le Makossa a reculé. Le Benskin a reculé. Toutes ces musiques-là et ces rythmes-là n'ont plus de valeur sur le marché mondial. Si on continue plus loin, je vais dire, de l'autre côté, ils ont mis un accent particulier. N'oubliez pas, je suis enseignant, sur l'éducation, ces pays de l'Asie. Et ils ont passé le temps à fabriquer des ingénieurs, des hommes avec des têtes bien faites. La notion a tout son sens ici, c'est Montaigne qui l'a dit. Mais qu'est-ce que nous avons dans nos pays? Est-ce que l'éducation a une valeur aujourd'hui? Oui. Est-ce que l'éducation répond aux normes? Combien sont les jeunes, les élèves dans nos salles de classe qui peuvent partir de Douala à Bafang pour dire comme ça? Ils vous disent que voici tel quartier, voici telle ville, voici... Ils ne connaissent même pas. Ils sont tous aujourd'hui, comme on le dit vulgairement, la génération de tête baissée. Ils sont toujours en train de voir ce qui se passe ailleurs. On veut faire comme, je ne sais pas moi, Bill Gates. On ne sait pas comment Bill Gates a fait pour être plus riche au monde et autres. Donc la question ou la problématique de l'alternance, en réalité, ne favorise pas le développement. Prenons le cas, s'il faut regarder des pays démocratiques comme la France. La France a combien d'années de démocratie? Je crois quand même que c'est plus de 50 ans de démocratie. Et aujourd'hui, quand les présidents arrivent, si Hollande est venu, il avait un projet bien précis. Peut-être il vient résoudre ce que Chirac n'a pas pu faire en Afrique. Oui. C'est-à-dire, si Hollande ne réussit pas, qu'est-ce qu'on fait? Les lobbies retirent Hollande et place Macron. Est-ce que là, ça répond, s'il faut prendre l'alternance, même au niveau européen, est-ce que cette alternance-là pourrait permettre aux Africains vraiment de souffler sur le vent du développement? Que non. Il est donc important et judicieux de commencer à utiliser ce que nous avons. Le président Badakani a dit quelque chose tout à l'heure et que c'est primordial. À l'ouest, je ne suis pas de la famille royale,
sans aucune idée de tribalisme. Hein. Moi, je ne suis pas de la famille royale. Je ne peux même pas prétendre être chef ou roi un jour. Mais il y a de la démocratie. C'est-à-dire, je ne peux même pas prétendre. Ça ne me regarde même pas. Mais les gens sont là. Il y a le conseil des 9 notables. Tout ça, c'est là. Les gens discutent. Il y a des débats. Mais on sait que le roi est là. Mais maintenant, si le roi trahit comme il a dit, si c'est un roi qui ne peut pas, je sais pas moi, qui n'est pas un homme au sens traditionnel des choses, si c'est un roi qui peut-être utilise son pouvoir pour avilir sa population, alors on l'écarte et on continue. C'est-à-dire que ça, c'est une réalité dans notre pays, à l'ouest du Cameroun. Mais de l'autre côté, prenons d'autres régions où le roi n'a pas tout son pesant d'or. Mais ces gens-là ne respectent même pas. Il faut tout simplement être dans une entreprise avec eux. Dans d'autres régions du Cameroun où on peut facilement gifler le roi. Chez nous, quand le roi passe, on enlève le chapeau. Il est dans sa voiture en train de passer. Parce qu'on le respecte. Il est donc important dans nos pays de respecter nos dirigeants et de respecter aussi les institutions. Mais je dis qu'il y a beaucoup de portes d'entrée ou de sortie si on met un accent particulier sur l'éducation. Même notre éducation est bâclée. J'ai enseigné l'espagnol de la 4e en terminale pendant des années. Je me suis rendu compte, et j'ai changé, je n'enseigne plus cette matière-là, que l'histoire de l'Espagne est racontée, je dis bien l'histoire, de la classe de seconde en terminale. Et en terminale, on vous prend l'histoire de l'Espagne de 1898 jusqu'à l'Espagne au XXIe siècle. Qu'est-ce que le jeune petit Camerounais fait avec l'Espagne, les déboires de l'Espagne au Cuba? Qu'est-ce que le jeune petit Camerounais fait avec les déboires? Et jusqu'aujourd'hui, le docteur ne me dira pas le contraire. Vous allez voir, la Deuxième Guerre mondiale est encore enseignée dans nos écoles. La Première Guerre mondiale enseignée dans nos écoles. Est-ce qu'avec ça, le petit Camerounais peut faire face aux défis, aux enjeux du XXIe siècle? Mais je dis non. Est-ce qu'avec... alors que si vous leur demandez qui est Ernest Ouandi, ils ne vous diront pas. On leur présente comme des maquisards, comme des gens qui étaient hostiles à la patrie. Donc jusqu'aujourd'hui, nous avons un réel problème. Avant de parler de l'alternance... Donc vous êtes d'accord également que, parce que ces pays ne sont pas indépendants, que forcément, on ne peut pas parler réellement d'alternance, en tout cas, à la tête des États. Bien sûr, pour parler d'alternance, il faut être indépendant. Et maintenant, avant d'y arriver, je suis en train de dire, il faut penser à nos jeunes. Et pour penser à nos jeunes, c'est l'éducation. C'est l'éducation, le fil conducteur. Ça veut dire que si on vous dit tous les jours que les Français, dans la conférence de Berlin, ont divisé, ont fait le partage, et Kitchener était ceci, Marchand a conduit telle expédition, on vous raconte tout ça, l'enfant va comprendre, va idéaliser l'Europe. Il ne pourra pas s'en sortir. Les Chinois vendent des cuillères, fabriquent tout. Ils continuent à manger avec des baguettes. Ça veut dire que c'est leur culture, c'est leur identité, c'est leur âme. Il faut une âme africaine, il faut une culture africaine. Et tout cela passe par l'éducation. Président Bandakani, vous avez suivi encore les uns et les autres jusqu'à preuve de contraire. Vous êtes tous d'accord sur un même point. Jusqu'à preuve de contraire, les pays africains ne sont pas indépendants, donc on ne peut pas réellement parler d'alternance. Mais maintenant, l'Afrique avait justement cette démocratie, cette pure démocratie. On pouvait changer les hommes à la tête d'un État, à la tête d'un pays. Vous avez d'ailleurs souligné le cas du sultan Bamoun, qui, jusqu'à preuve de contraire, ne nous a pas apporté justement cette culture qui date d'ailleurs des siècles et des siècles aujourd'hui. Pourtant, on aurait pu prendre des exemples sur notre passé. Le cas du sultanat Bamoun est assez indicateur. Hein. Oui. Le roi Ndoya, c'était un génie. Et non seulement il a créé une écriture, mais il était en train de faire la synthèse des religions chrétiennes, islamiques, et traditionnelles, avant qu'il ne subisse ce qu'il a suivi. Justement. Oui. C'était un génie. Vous imaginez un royaume comme ça, qui a un tel patrimoine, c'est pas valorisé. C'est le dernier représentant, il a honte de ça. J'ai beaucoup d'admiration pour le sultan Bamoun, il n'y a pas de confusion. Mais à l'époque, lorsqu'il a fait sa sortie au dialogue national, évidemment, les démocrates néocoloniaux ont dansé. Mais moi, ça m'a fait pleurer. Parce qu'il était en train d'éteindre ce qu'il représente lui-même. Il doit être fier du pouvoir qu'il incarne. Mais si lui-même il a honte de ça et qu'il ne peut pas valoriser ça, c'est l'impasse historique, l'impasse culturelle et éducationnelle. Donc, qu'il est en train de convoquer. C'est cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est quand même terrible. D'abord, vous appelez les pays occidentaux démocratie. Et vous en avez fait des pays civilisés. Donc, par essence, supérieurs aux autres. Avez le droit de civiliser les autres. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une seule démocratie en Europe?
Ah, aucune, nous le savons tous. Hein. Vous pouvez encore... Mais bon, c'est pas tout le monde qui est au courant de cela. mais C'est quand pour on cela a qu'il faut commencé ce débat parfois il y a 10 expliquer. ans, Oui. c'était très dur, on a tout entendu. Mais maintenant, avec le Covid, qui peut encore parler de démocratie? Ce sont des criminocraties. J'ai appelé ça criminocratie depuis 5 ans, tu le sais. Ce sont des criminocraties. Depuis la nuit des temps, nous Bon, parlons de maintenant, ça. qui ne va vous encore inquiétez pas. douter de ça? Bon, maintenant, si une démocratie peut être en même temps une criminocratie, c'est une nouveauté sur le plan. On a un grand philosophe en face de nous, il va nous expliquer ça. Comment une démocratie peut être en même temps une criminocratie. Alors là, on va appeler démocratie criminocratique. C'est autre chose. Ça peut exister dans l'histoire, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont toujours été. Est-ce qu'il y a une seule démocratie en Europe? Une démocratie ne civilise pas d'autres nations. Vous ne pouvez pas faire ça. Une démocratie, vous ne pouvez pas aller civiliser d'autres peuples, c'est-à-dire les détruire. Nier qu'ils sont des humains, à tout point de vue. Et on continue à dire que vous êtes des démocrates. C'est-à-dire que ce que vous trouvez normal chez vous, entre guillemets, qui est ce qu'ils appellent liberté là, droit de contester, droit de refuser, vous allez ailleurs, vous interdisez ça. Et vous dites que vous avez une démocratie. C'est-à-dire, vous êtes des personnes, entre guillemets, vous avez de la morale chez vous. S'il y a la morale là-bas en passant, vous avez de la morale chez vous, mais ailleurs, dès que vous êtes hors de chez vous, la morale n'existe plus. Vous êtes un monstre. Vous êtes un monstre. Donc il n'y a pas de démocratie. Ce ne sont pas de démocratie, sauf si on ne va pas de la même chose. D'ailleurs, toute leur histoire démontre que pour que les Européens, les pays occidentaux soient des démocraties, Oui. il faut qu'ils soumettent d'autres à l'esclavage. D'abord, à Athènes, c'était ça. Ceux qui allaient bavarder dans les agoras, ceux qui avaient le monopole de la rhétorique, c'était des hommes libres. Assis, c'est une masse d'esclaves qui n'étaient rien. Même le génie pensait que c'était normal. Aristote croyait que l'esclavage, il en avait lui-même, il en avait. Il trouvait que c'était normal. C'est-à-dire que c'est l'esclavage là qui lui permettait de s'asseoir et jouer à l'homme libre. Ça, c'est à Athènes. On est dans le berceau de la démocratie occidentale. Le berceau de la démocratie occidentale. On est à Athènes. Même chose si vous allez à Rome. Donc, les deux berceaux qui sont les berceaux maternels de tout l'Occident, voilà ce qui était à la base. Rome était une citadelle d'esclaves. L'Empire romain, c'était un empire, esclavagiste. C'était l'esclavage qui était son essence. Ça n'a pas changé. Dès qu'ils sont sortis à la faveur de l'industrialisation, il fallait qu'ils aient colonisé. Qu'ils aient d'abord esclavagisé pour être tranquilles. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait une démocratie tranquille en Occident si on ne massacre pas ailleurs. Ce sont des faits de l'histoire. Maintenant, le Covid a achevé. Maintenant, ils veulent génocider toute l'humanité. Vous avez des gens qui vous disent qu'il faut tuer les gens. Bill Gates le dit, il tue les gens, il tue les enfants partout. Mais personne ne l'a arrêté. Il est présenté en Europe comme un héros. C'est l'ami de Macron. C'est l'ami de tous les anciens présidents américains. Pendant ce temps, les Africains veulent l'imiter également. Mais je vous dis qu'il a dit qu'il faut diminuer la population de 15%. Il est allé plus loin. Il a dit qu'il faut un génocide universel. Il a dit qu'il faut un génocide mondial. C'est écrit. Mais il se balade partout. Et il n'a jamais été stoppé pour ça. Donc vous imaginez des peuples démocratiques qui conçoivent leur hégémonie sur la base de l'extermination des autres. C'est quand même terrible. Quand on continue à prendre ces gens pour référents, vous avez des grands docteurs en doctorat qui vous disent que non, ce sont les pays civilisés. Ils font un discours que les pays avancés. Ils sont avancés en quoi? Ils sont avancés en quoi? Vous ne pouvez donc pas vous démocratiser si vous admettez que vous êtes des arriérés. Et que vous dites que non, en face, il y a des gens avancés. Donc vous dites que vous-même vous êtes arriérés. Comment allez-vous faire donc pour passer de l'arriération à l'élévation dans le monde d'aujourd'hui? Quand on connaît les conditions qui ont permis à ce que d'autres soient devant vous, vous magnifiez cela. Donc, ces alternances qu'on vend aux Africains, sans substance, sans alternance économique, on vous dit alternance politique, très bien. Moi, j'ai trouvé l'habitude de m'amuser en disant que mais, pourquoi on ne ferait pas l'alternance économique? Quelqu'un soit milliardaire pour 5 ans. Et il passe les milliards à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Pourquoi on ne ferait pas ça? Si l'alternance est la vertu la plus élevée de la société, il ne faudrait pas seulement aller dire, pas seulement au niveau politique, il faut démocratiser partout, il faut démocratiser l'économie. Pourquoi on sacralise la propriété privée? On devrait la faire coexister avec toutes sortes de propriétés, on ne devrait pas la sacraliser. C'est-à-dire quand quelqu'un s'approprie les richesses de la collectivité, on parle de démocratie encore comment? C'est-à-dire démocratie politique, dictature économique, dépravation culturelle, criminalité géopolitique. Comment on concilie tout ça? C'est-à-dire comment on concilie tout ça? Comment? C'est-à-dire qu'une démocratie où quelqu'un, où les services secrets érigent comme substance de la politique étrangère
la diminution de la population du tiers-monde. Je parle des États-Unis. Dès 1974, dès les années 70. C'est la substance de la politique étrangère des États-Unis. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est ça. C'est-à-dire que. Et on dit que c'est une démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nos enfants? Nous avons le droit de faire des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? En quoi ça les gêne qu'on ait beaucoup d'enfants? En quoi ça les gêne? On vous parle de démocratie. Alternance sans alternance historique. L'alternance historique, il faut l'alternance historique. C'est-à-dire que les périodes de l'histoire ne se ressemblent pas. Si aujourd'hui l'Europe a dominé pendant 500 ans l'Occident, mais ils doivent admettre que bon, après 500 ans, vous êtes déclassés, d'autres prennent le relais. Mais quand vous décidez que vous allez dominer éternellement, Avec la force en plus, il faut le préciser. il faut l'alternance de moment historique, domination. Il faut l'alternance. Pourquoi il n'y a pas l'alternance? Vous voyez que c'est tout et n'importe quoi. Au niveau de la géopolitique, pourquoi certains pays concentrent dans leurs mains les levées de la puissance au niveau du monde? Pourquoi? Pourquoi il y a 5 pays qui ont droit de veto à l'ONU? Pourquoi les Américains occidentaux ne partageraient pas leur puissance? Parce qu'ils sont une démocratie. Il faut qu'ils partagent la puissance. Il faut qu'il y ait l'alternance au niveau géopolitique. C'est-à-dire qu'on dit que bon, ok, on pourrait s'amuser à l'ONU. L'Amérique perd son droit de veto. Tous ces pays-là, ils s'asseyent à la place des pays faibles, qui aussi s'asseyent au Conseil de sécurité et ont 10 ans de veto. Mais, ça fait rire, mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux. C'est ce que l'affaire ça. Pourquoi? Et vous avez des démocrates de l'intérieur qui combattent pour la démocratie dans les pays, dans leurs colonies, dans leurs comptoirs coloniaux, mais qui se taisent sur l'injustice internationale. Ils n'en parlent pas. C'est-à-dire on va démocratiser les périphéries, mais on ne touche pas le centre, qui lui il est nazi, dictatorial. Et ils sont fiers de dire qu'ils sont des démocrates. Ils se vantent, ils réclament l'alternance, ils font le ça, et les gens les suivent. Les gens croient des charlatans comme ça. C'est-à-dire que tu demandes la justice à l'intérieur, tu te testes sur les crimes internationaux qui pourtant déterminent la situation. Bon, même si tu peux même nier ce déterminisme, mais tu ne peux pas quand même nier en temps de globalisation, c'est pas nous quand même inventé ça. Ça vient de globalisation. Oui, village planétaire. McLuhan est sorti avec cette affaire-là. C'est eux qui viennent avec le concept. Vous acceptez. Tous les jours vous répétez, mais comment on peut être en mondialisation? Vous estimez que non? On va seulement démocratiser les périphéries. On ne touche pas le centre d'un monde. On ne touche pas ça. On pourrait par exemple s'amuser, les pays africains, pendant 10 ans, commande au FMI. Il y a tendance là-bas au concept, on commande au FMI. On commande la Banque mondiale. Comme ça, les puissants vont voir comment ça fait quand tu es du côté faible et qu'on te dicte, n'est-ce pas, les programmes d'ajustement structurel, par exemple. On verrait ça. Donc, tout simplement, c'est du n'importe quoi. Je ne voudrais pas insister sur la science. C'est ce qu'on appelait la science. Oui. C'est-à-dire que l'Occident nous a ouvert la tête, il a imposé sa façon de concevoir la science. Mais qui est fondamentalement faustienne. C'est-à-dire que la science occidentale, c'est une science faustienne. C'est-à-dire qu'elle fabrique des monstres qui dévorent ses créateurs. C'est-à-dire que sa science est incapable de développer l'humanité, de nous conduire vers la paix universelle que Kant réclamait. Oui. Les faits le démontrent. Vous voyez aujourd'hui comment les gens jouent avec ce qu'il y a de plus vital dans la vie de l'homme, le génome humain, nos ADN. Regardez l'état du domaine de la santé. On nous a menti depuis bientôt 500 ans. On nous a fait croire des choses extraordinaires sur la science. Comment on va se soigner? C'est quoi être malade? Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, c'était pour nous tuer. Les gens fabriquent des êtres vivants dans des laboratoires qui ne peuvent pas maîtriser. La science rend les gens malades, la santé, la médecine officielle, rend les gens malades matin, midi, soir. Que tu prends le moins de médicaments. Si ça, c'est Yam qui dit souvent ça, si ça allège ta douleur, ça te laisse une dose d'effets secondaires qui, dans un mois, vont créer les conditions de maladie 5 à 10 ans plus graves. Et tout ça sous le mensonge scientifique. On nous dit que la science sait. Elle ne sait pas pourtant. Elle a tous les pouvoirs aujourd'hui. Tous les pouvoirs. Regardez le programme de Bill Gates. Regardez à quoi servent les plateformes informatiques aujourd'hui. Regardez à quoi servent les GAFA. Regardez comment tout ce qu'on appelle technologie de synthèse, nanotechnologie, voyez à quoi elles servent. Mais c'est sous nos yeux. On nous a dit qu'ils savent. Mais on voit aujourd'hui qu'ils ne savent rien. Mais c'est grave, ils ne savent rien. Mais pourtant, on a fait confiance. La démocratie. Qui discute de ces choses avec eux? Qui discute quand les Illuminati décident,
Quand Big Pharma nous impose des poisons officiellement, qui discute de ça? Et il y a débat où? Quand j'ai mes médicaments sur ma table là, il y a eu débat où? J'ai mon avis là-dedans. Pourtant, ça me donne ce sont des poisons que j'observe. Voilà le vrai débat qu'aucun homme politique, des démocrates, n'en parle même pas. Non, il faut que tes présidents s'en aillent. Moi, Ils n'en parlent pas parce que ce sont eux qui ont créé ça. Non, je ne dis pas les démocrates africains. Les prétendus, ceux qui disent qu'on peut démocratiser l'Union colonie là, je parle d'eux. Ils n'en parlent même pas. Tout le problème, c'est qu'ils vont jusqu'à souhaiter la mort de leur adversaire. Oh mon Dieu. On est tombé très bas. C'est-à-dire que la mort de l'adversaire devient un objectif politique. C'est-à-dire en plein jour. C'est-à-dire vous souhaitez la mort de l'adversaire. Tellement vous voulez le pouvoir, vous voulez le remplacer. Mais la mort de l'adversaire, c'est un projet politique ça, en démocratie. C'est un projet. Un homme éthique peut oser avoir un tel projet. La question du temps du mandat. 5 ans, 7 ans. Il y en a même qui aujourd'hui même osent même convoquer l'histoire africaine pour dire que même chez nous on connaissait le 7 ans. Pour comparer l'incomparable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte aujourd'hui. Eux-mêmes nous disent aujourd'hui que, avec les exigences écologiques, on a besoin de la durabilité. C'est-à-dire concilier l'intensité économique avec le rythme de la nature. Le rythme de reproduction des éléments écosystémiques. Eux-mêmes qui le disent. Parce que le rythme que la Terre a pris là, sous le capitalisme, la planète va disparaître. On est tous en danger. Mais en même temps, les mêmes personnes vous disent on va saucissonner le temps politique en 5, en 4, en 7 ans. De tu pars. Mais vous avez compris tout à l'heure. Vous savez combien de temps il faut à une société de reproduire ces éléments vitaux? Quand vous avez commencé à consommer, c'est-à-dire pas l'usure, pas l'usage, vos éléments vitaux, il faut du temps pour reproduire ça. Et ce n'est pas en 5 ans. Surtout quand on est une colonie, ce n'est pas en 7 ans. Mais il faut du temps, monsieur. Il faut du temps. Quand on met la pression sur un dirigeant, il est assis là. Il a la pression de fin de mandat là. Vous croyez qu'il va réfléchir pour vous? Il va réfléchir pour lui et ceux qui l'ont placé là. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est la politique qu'il faut me libérer de la tyrannie, n'est-ce pas? De la tyrannie, de la pression du démocratisme. La démocratie n'a développé aucun pays dans le monde. Est-ce qu'il faut rappeler ça aux Africains? Je dis aucun pays dans le monde ne s'est développé parce qu'il est devenu démocratique. Je dis aucun. Citez-moi un seul exemple. Ce n'est pas la démocratie qui a développé la Grèce, Rome, l'Europe après le Moyen-Âge et l'Occident. C'est la violence, c'est la guerre, c'est le vol, c'est le crime qui a développé ces pays-là. Mais doit-on rappeler aux Africains le temps qu'a duré l'esclavage et ce que ça a produit à l'Europe en termes d'accumulation primitive du capital? Vous parlez comme Karl Marx. Peut-on rappeler aux Africains le temps qu'a mis la colonisation et ce que cela a permis en termes d'accumulation primitive du capital? L'Occident a pris l'avance sur les autres grâce à ça. Je vais aller même plus loin. Malgré la révolution industrielle anglaise, les découvertes scientifiques, comme ils aiment dire, s'il n'y a pas eu la colonisation de l'esclavage, ça n'aurait servi à rien à l'Europe. Ça ne doit pas être valorisé. Ce qui a mis ça en valeur, c'est le pillage, le vol Dieu a dit que l'esclavage a généré, a permis, la colonisation a permis, et qu'aujourd'hui, ce qu'il a appelé très bien le néocolonialisme, continue à permettre aujourd'hui. C'est pour ça que la Chine, les pays qui rattrapent le retard sur ces pays-là, ne sont pas des démocraties, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps à perdre avec des bêtises comme ça. Ce sont des pays disciplinés, avec une vision, avec des leaders, assis sur leur culture. Ce sont des pays-là qui ont rattrapé l'Occident en très peu de temps. Je termine avec les pays qu'il a cités avec beaucoup de pertinence. Corée, Singapour, Thaïlande. Justement, ces pays-là, il faut faire attention quand on les compare aux pays africains. Ce sont des cas historiques bien précis. Vous ne pouvez pas parler de Corée sans parler de ce que les États-Unis ont fait là-bas. Le conflit entre la division de la Corée en deux explique la trajectoire de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Les pays africains n'ont pas eu un tel avantage. Pareil pour Singapour, la Thaïlande, même le Japon, qu'on compare aujourd'hui. Ceux qui ont lu un peu savent que tout ça, ce sont des femmes. On a fabriqué ces pays-là pour des raisons géopolitiques. Le Japon n'existerait pas s'il n'y avait pas la rivalité entre la Chine et les États-Unis, par exemple, et l'Occident. C'est-à-dire qu'on a créé le Japon à un moment donné pour contrecarrer la Chine. Mais tout le monde, on connaît toutes ces choses-là. Pareil pour ces pays-là. Donc nous, les Africains, on est dans une situation historique terrible.
Et il faut qu'on prenne conscience pour avoir le courage d'être nous-mêmes. Il faut du courage, il faut du haut blanc aux Occidentaux. Fichez le camp avec votre machin là, ça ne sert à rien. Votre friperie là, fichez le camp avec ça. Et on bâtit des systèmes qui correspondent, n'est-ce pas, aux défis que l'histoire est en train de nous imposer. On n'a pas seulement placé les pieds à la tête de l'État, comme on a dit ici, avec beaucoup de pertinence, l'enseignant. Mais c'est toute une société qu'on a occidentalisée. Le placement des pieds à la tête de l'État n'est que la conséquence, parce que l'esclavage, la colonisation, ce sont des formes d'occidentalisation. C'est au rabais, mais c'est cela qu'il s'agit. Donc on nous a occidentalisés. Ce n'est pas seulement le président qui est un pion. Tout le monde est un pion qui s'ignore. Pas la manière de réfléchir. Pas la manière de réfléchir. Vous voyez donc, monsieur, vos histoires d'alternance là. Si on commence à parler de ça ici. Hein, c'est de ça qu'on parle ce matin en tout cas. On n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit, on va en parler. Et pendant ce temps, Dr Yamb, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont fait un tour en France, en Occident, reviennent nous parler de l'alternance. Il faut à tout prix que la personne qui est à la tête du pays change, à tout prix pour que les choses changent. Mais nous le savons, ça ne change pas toujours comme ça. En réalité, ce qu'on appelle alternance dans... Distinguons deux grands espaces en Afrique. Vous avez les espaces où les dirigeants ont les clés de l'initiative historique entre les mains. C'est généralement le monde arabe et le monde, disons le monde arabophone, et non arabe, parce qu'ils sont arabes. C'est le monde arabe avec, même s'ils piétinent les berbères et tout ça, et les morts, et les gens du Sahara occidental qui sont noirs, c'est pour ça qu'on les piétine. Donc prenons ces gens arabophones et prenons les gens qui sont anglophones. En général, ceux-là tiennent les clés de l'initiative historique entre leurs mains. Ça se passe de façon différente. Oui. Il est possible que l'alternance chez eux induise un certain développement, mais il faudrait qu'ils s'appuient sur les structures historiques de leur peuple, parce que c'est la clé de tout. C'est la base la plus solide sur laquelle on peut fonder un État qui se projette historiquement et construit. Vous avez ce qui est un cas, je suis persuadé que dans 500 ou 1000 ans, dans 500 ans ou 1000 ans, nos descendants seront ahuris de constater qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'Afrique francophone et ils se demanderont comment cela a-t-il pu se constituer. La question de l'alternance dans ces États-là est un piège. Et c'est un piège historique, c'est un piège géopolitique. Loin de nous, l'idée de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait alternance, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on analyse un phénomène de façon, si vous voulez, de façon sérieuse, approfondie. Naturellement, tous les peuples aspirent à ce qu'il y ait une certaine vitalité de la vie politique. Et cette vitalité de la vie politique a, entre autres éléments, généralement, le fait qu'on voie des transformations structurelles qui peuvent se produire dans le cadre de la vie publique. Mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier. Lorsque nous disons il faut que ce soit fondé sur nos conquêtes historiques, sur notre historicité, ils ne comprennent pas très bien de quoi on parle. Ils pensent que nous sommes là sur la figure du roi ou du dirigeant. Non. Un État, c'est celui qui le dirige, mais c'est surtout toute la base de la pyramide qui est en réalité, si vous voulez, l'organisation administrative qui se met en place, qui porte le pays. Les raisons pour lesquelles l'Occident peut très facilement vous parler d'alternance en vous disant « Ouais, mais on a des mandats de 4 ans ou de 5 ans, mais ça marche », c'est parce que cette infrastructure-là, cette structure-là qui porte le pays, elle est solide. Donc, le dirigeant peut changer, c'est pas lui qui détermine en fait les choix politiques, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Donc, vous pouvez changer autant de présidents américains que vous voulez, les Américains resteront, les États-Unis resteront les États-Unis. Vous pouvez changer autant de présidents français que vous voulez, ils vont toujours piller vos forêts et votre pétrole. Ça n'a rien à voir, ça reste. Ça ne changera jamais. Ça ne change pas. Oui. Donc, ici chez nous, on va venir vous dire, il nous faut de l'alternance, mais il faut de l'alternance dans ces pays, il faut de la démocratie. C'est un piège. Un piège pourquoi? Parce que vous serez pris tous les 4, 5 ou 7 ans dans la course à changer un homme à la tête de votre État et vous ne constituez pas l'infrastructure suffisante qui vous permet de bâtir le pays. De bâtir. L'infrastructure actuelle n'est pas faite pour bâtir. L'infrastructure actuelle est... Elle est faible. Non, ce n'est pas qu'elle est faible. L'infrastructure actuelle
existe pour pérenniser le néocolonialisme, pour pérenniser le système. Oui. En fait, c'est ça le piège. C'est que, consciemment ou inconsciemment, tous les fonctionnaires de nos pays travaillent en fait à structurer, à faire vivre le néocolonialisme. C'est ça que le prof a essayé d'indiquer dans les contenus des cours. Mais lorsque vous passez le temps à expliquer aux enfants, à leur parler de l'histoire des pays européens, vous pensez que vous faites quoi? Vous pérennisez le néocolonialisme, c'est tout. Donc, cela existe pour cela. Et c'est pour ça que cette administration existe. Et le chef qui est au-dessus n'est que le visage, n'est que la mascotte de ce néocolonialisme. Et le piège donc, c'est que le vrai combat qui est le vôtre, vous ne le menez pas. Vous ne le menez pas. Le vrai combat qui est le vôtre, les vrais objectifs qui sont les vôtres, les vraies attentes profondes de votre historique, de votre peuple, vous les ignorez. Et tout cela porte sur quelque chose de très important qui est votre liberté, votre indépendance, votre souveraineté. Mais depuis 1992, les Camerounais sont tout le temps en train de faire des élections présidentielles. Vous les avez entendus parler des problèmes de leur souveraineté. Vous avez déjà entendu les Camerounais dire il est anormal d'importer tous les médicaments. Vous avez déjà entendu un seul candidat aux élections présidentielles parler de ça? Tout en espérant d'ailleurs qu'ils ont un programme politique. Laissons-le. Mais oui, en réalité, vous avez simplement résumé la question que ce que je soulevais comme problème. Vous les avez déjà entendu dire tout ce qui s'utilise dans nos hôpitaux, tous les médicaments, les équipements sont importés, c'est pas normal. Vous les avez entendu parler de ça. Mais c'est ça les éléments de souveraineté. Vous les avez entendu parler de la monnaie? Jamais. Mais c'est ça les éléments de souveraineté et d'indépendance et de liberté. Vous avez déjà entendu les Camerounais parler de fabriquer les habits et les vêtements? Quel est ce pays qui a officiellement 25 millions d'habitants, mais certainement qui est plus près de 40 millions d'habitants, où on ne fabrique pas les habits? On ne fabrique pas des chaussures. Mais ça, c'est les éléments de souveraineté, monsieur. Vous avez déjà entendu ces gens qui cherchent à devenir président ou qui le sont, vous avez entendu parler un seul, dire les ensembles logistiques, de gestion logistique, les infrastructures logistiques de tous les pays sont les centres de profit les plus importants, parmi les plus importants d'un État. Vous les avez entendu parler de les nationaliser. Pour s'assurer que les bénéfices générés nous permettent de construire facilement les routes, de doter notre système éducatif, de doter notre système, toute la recherche scientifique fondamentale et appliquée chez nous. Vous les avez entendu parler de ça? Ça, c'est les éléments de la souveraineté, c'est les éléments de dignité. Vous connaissez un seul grand pays au monde dont la gestion des aéroports est confiée à des étrangers, ou des ports importants est confiée à des étrangers? Non, mais là, c'est du cash au quotidien, qui permet donc de financer l'éducation, la santé, l'agriculture. Vous avez déjà entendu tous ces gens-là qui veulent devenir président de la République vous dire qu'il est anormal qu'en pleine forêt équatoriale, on mange du blé? Le bon Dieu, pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui a créé la nature, ou alors l'évolution qui a créé la nature actuelle, vous l'avez vu faire qu'il y ait du blé qui pousse ici naturellement? Vous croyez que c'est par hasard? Mais pourquoi est-ce qu'on doit être en train de manger du blé ici tout le temps? Alors qu'il y a du manioc, du macabo, du taro et tout ça là. Et que dans nos régions septentrionales, il y a du mil, du sorgho et tout ça. Vous les avez entendu parler de ça. Ce sont ces éléments qui nous apporteraient de la sécurité alimentaire. Et donc notre souveraineté. Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là vous dire, mais écoutez, il se trouve quand même que traditionnellement, il y avait une certaine façon il y avait d'abord quelque chose qu'on appelait un malfaiteur ou alors un criminel. C'était quoi chez nous traditionnellement? Qu'est-ce que c'était un criminel? Et comment appréhendait-on un criminel? Comment le jugeait-on? Comment le traitait-on? Vous avez entendu tous ces gens-là qui vous récitent des textes de loi à longueur de journée sans qu'ils comprennent de quoi on parle. Vous les avez entendu aller questionner cette disposition juridique historique de chez nous? Vous avez déjà vu ça? Ce sont des éléments de souveraineté et d'identité culturelle et politique. Parce que, attention, politique ne veut pas dire diriger, ne veut pas dire l'administration. Politique veut dire l'organisation de la société. Est-ce que vous les avez entendu parler de ça? Ce sont là les éléments de la souveraineté, de la liberté et de l'identité d'un peuple. Non, il ne vous parle pas de ça. Vous voyez donc que finalement, la question de l'alternance est un piège qui permet qu'un certain nombre d'élites
compradors, enfin même pas compradors, puisqu'ils ne sont pas libres de l'initiative historique, donc ils ne peuvent même pas être compradors. Un certain nombre d'élites bureaucratiques. Oui, mais c'est ça, ils comprennent de quoi je parle. Ils ne peuvent pas être compradors parce qu'ils n'ont pas les leviers de l'initiative historique. Donc c'est un certain nombre d'élites bureaucratiques, c'est-à-dire qu'en fait, des gens qui sont assis dans des bureaux à signer des papiers, c'est tout. À faire de l'administration, pas de la politique, que ces gens-là vont donc en fait se battre pour reproduire tout simplement un système tel que leur maître leur demande de le faire. C'est ça le piège de l'alternance dans ces pays-là. La conséquence, c'est quoi? C'est que ce qui semble simple et que dont tout le monde parle dans les journaux, on parle à la télé tous les jours, à la radio, vous voyez que c'est une question beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. La question de l'alternance dans nos pays est un piège. C'est un piège politique, c'est un piège historique, c'est un piège culturel. Et pire, c'est le plus grand piège économique dans lequel nous aurions pu nous retrouver. Pourquoi? Parce que vous changez X par Y, tant qu'il est dans le système néocolonial, vos pays seront pauvres. Que vous le vouliez ou pas. D'une manière ou d'une autre, parce que le système prime sur le régime. Donc que vous le vouliez pas, tant que c'est le même système qui est en place, vous serez pauvres. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont le sentiment que les pays d'Asie du Sud-Est se sont plus rapidement développés? Et non, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus travailleurs que nous. Je vous rappelle que toutes nos mamans là, tous les gens qui sont dehors là travaillent 10-14 heures par jour. Hein. Pourquoi ils ne se développent pas? Mais ils ne se développent pas parce que 50 à 65% de leur devise, il n'y a pas longtemps, c'était 100% de leur devise, était entre les mains de certains, mais pas entre leurs mains. Première chose. Deuxième chose, vous avez parlé de la Corée du Sud. Effectivement, il faut faire attention, et c'était l'une des plus grosses bêtises de Barack Obama, de venir en Afrique et de nous raconter qu'il faut qu'on aurait dû être comme la Corée. Mais c'était scandaleux. C'est un démocrate. C'était scandaleux. C'était scandaleux de dire ça au Ghana. Pourquoi? Mais parce que la Corée du Sud recevait chaque année l'équivalent de 10 à 20 ans d'aide internationale que recevait toute l'Afrique. Comment vous pouvez comparer des gens comme ça? Les facilités de commerce avec l'Europe et avec les États-Unis, mais l'Afrique ne les a jamais eues. Des facilités d'investissement, on ne les a jamais eues. Donc, quelqu'un va venir et va commencer à vous raconter comment il faut des hommes, des institutions fortes et pas des hommes forts. Les institutions tombent du ciel. Ça tombe du ciel. Et c'est ce genre de piège-là, justement, conceptuel et géopolitique, qui vont amener les Africains à croire qu'il suffit de changer X par Y et donc le pays va se développer. Non. Le pays ne va pas se développer parce qu'en réalité, chaque fois, ce à quoi vous faites face, c'est que vous êtes les pions d'un système qui s'est mis en place et ce système se nourrit du travail de vos populations. Le jour où nous serons dans un cadre qui permet que le travail de nos populations ne nourrisse que nos populations, à ce moment-là, l'alternance aura un sens. C'est pour cette raison que, par exemple, dans nos traditions, qu'importe les différences d'organisation, chez vous, à l'Ouest Cameroun, il y a un roi, mais ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas comme ça, sous cette forme-là. Oui, c'est la société organisée autrement. Mais, quelle que soit la façon, les formes originales d'organisation sociale que nous avons eues en Afrique, c'est sur ces formes-là que nous devons bâtir, nous devons nous baser pour bâtir notre futur. Parce que de l'originalité que nous en tirerons, nous structurerons une société qui répond en écho à nos rêves, à nos idéaux, à nos attentes les plus profondes. Et justement, Kamgate Gamo Foustin, pendant ce temps, les pays africains croulent justement sous le poids de la pauvreté, de la paupérisation, justement parce que, comme le disait Dr Yamb, ce système a été mis en place pour ne même pas permettre aux pays africains de se développer. Bien sûr, comme le président Bandakani disait tout à l'heure, et le docteur a repris ça d'une manière ou d'une autre. La question de l'alternance, on passerait, c'est une problématique très importante. Parce que ce qu'on vend aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'il faut de l'alternance. Revenons un peu dans l'histoire. Il n'y a véritablement pas de démocratie, même sur le plan, vu sous le regard de l'occidentalisation. Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, tous ceux qui ont accepté de barrer la voie au communisme sont rentrés dans l'OTAN, proposé avec le plan Marshall, bien évidemment. Et le président Bandakani a convoqué aussi un fait historique tout à l'heure, et c'est important de le dire. Les progrès scientifiques et techniques ont conduit inexorablement à l'impérialisme.
et qui se définit comme la domination des États forts sur Sur les États faibles, techniquement en retard. C'est ce que généralement on oublie dans cette définition-là. Et on a réussi à dominer ce peuple. Nous devons savoir qui nous sommes. On doit comprendre la gloire de l'Égypte antique. Cette Égypte-là qui était en capacité de tout fabriquer, parce que déjà, même l'œuvre de ces Égyptiens sont aujourd'hui palpables, avec les pyramides au moins. Nous devons connaître ce que nous sommes. Et le docteur est revenu là-dessus pour dire, le développement doit répondre aux réalités d'un peuple. C'est ce que je vais dire. Ça doit répondre aux réalités. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas cultiver le maïs et nous nourrir du riz tous les jours. Voyez-vous? Et du riz importé, vous peut-être. Et on se gargarise de dire que nous, on mange le riz parfumé. Voyez-vous? On se demande bien si ce parfum-là vient d'où et autres, parce qu'on veut dire qu'on est grand. C'est un problème. C'est une question très importante. Oui. Voyez-vous? Très importante. Et je dis, nous devons léguer. Nous sommes tous jeunes et nous devons continuer ce travail d'éducation. Parce que même dans nos écoles, aujourd'hui, même l'utilisation des NTIC et de l'Internet est de manière liberticide. Et ça, c'est la démocratie. Vous allez voir, à longueur du matin, si on dit bonjour à un chef dans une région, 2 minutes après, ça devient viral. Et si vous demandez à cet enfant, qu'est-ce que tu fais? Même dans nos salles de classe, le téléphone portable est un frein pour l'éducation. Tout ça, c'est la distraction toujours. La distraction, voilà, c'est la distraction mondiale. Donc, pour nous, les enseignants et les promoteurs d'éducation, il est important d'enseigner aux enfants notre culture, nos valeurs culturelles, qui nous sommes réellement, parce que nous ne savons même pas qui est-ce que nous sommes. Il est important de développer un modèle de développement à l'Africain et que ça puisse répondre aux besoins de l'Afrique, aux réalités de l'Afrique. Si on dit on est ingénieur, c'est pour faire quoi? Il a dit quelque part, est-ce qu'on peut se développer quand on ne produit pas? Est-ce qu'on peut économiquement se développer quand on ne produit pas, quand on ne fabrique pas? Nous sommes, j'étais en débat, le président... Importateur de la friperie, comme souvent le dit Bandakani. J'étais en débat, une fois, c'était dans un hôtel, Bandakani était président, était invité. On lui a dit, comment parlez-vous du panafricanisme alors que vous portez des choses qui viennent de l'étranger? Il avait répondu, il a répondu que je peux vous prouver que tout ce que je porte a une origine africaine. C'est ce que vous avez répondu ce jour. Donc, ça veut dire que l'Afrique, en réalité, quand on fait une étude dans le passé, on comprend que l'Afrique a été la base de tout. Mais qu'est-ce que nous avons fait? On a réussi à transformer nos mentalités. Ils ont même dit quelque part que les Africains ne pouvaient pas faire de la philosophie, parce qu'ils ont une mentalité prélogique. Voilà, vous voyez, ils ont une mentalité prélogique. Donc, c'est avec du temps. Et je continue à dire que, je dis, pour ma part, j'ai fait une petite observation que le coronavirus est venu remettre, comme on dit, les aiguilles au même niveau. Quand Corona est arrivé, qu'est-ce que l'OMS a dit? Tout le monde a vu. Le pire, les Africains seront par centaines dans les rues, des cadavres. Oui, des milliers, voilà. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La médecine africaine a répondu et a montré les limites. Et ça doit nous permettre de comprendre que ces gens, comme le président a dit tout à l'heure, ont passé des millénaires à nous tromper, à nous vendre ce qu'ils veulent bien vendre. Ça veut dire que quand vous prenez un médicament et que ça vous donne plus d'effets secondaires, alors que vous avez 2 ou 3 plantes, en faisant l'association de ces plantes-là, vous pouvez facilement guérir et bien d'autres choses. Les maladies virales sont guéries en Afrique depuis des décennies et même des millénaires. Mais on n'a pas encore réussi, sur le plan de la médecine moderne, à guérir par exemple l'hépatite. Mais ici, il y en a qui le font, mais qu'on dit quand même que non, ce sont des indigènes, ils ne peuvent pas le faire, non, on ne doit pas regarder ça. Et j'ai aimé, j'ai aimé l'interview du président malgache. C'était à France 24. Il a remonté les bretelles de ces Occidentaux. Et ça devrait attirer l'attention de chaque Camerounais, de chaque Africain. De dire, avec coronavirus, on a montré quand même que ces animaux, parce que Heidegger et bien d'autres ont dit, ils ont une mentalité prélogique. Et Victor Hugo a repris cela. Quand j'ai compris que tous ces écrivains, qu'on a passé des années à étudier, étaient des racistes. Ils disaient même que Dieu n'est pas fou pour mettre une âme bonne dans un corps aussi noir. Parlant de l'être humain et de l'Africain que nous sommes et que nous enseignons en réalité à nos enfants.
Voilà pendant pourquoi... ce temps, nous continuons à enseigner cela Voilà. à nos enfants, ce qui est vraiment une chose très curieuse. Messieurs, nous allons revenir sur ce plateau dans un instant. Nous sortons en tout cas de ce débat. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, je salue la mémoire du grand, Bob Marley, du géant. Qu'est-ce que nous on dit là? il avait déjà vu depuis. Écoutez ces chansons. Il ne parle que de ça. Et de quelle manière? De quelle manière? Et Dr. Yam De disait quelle tout à l'heure que manière? pendant ce temps, les Blancs étaient en train de secouer la tête, ils disaient secouer. Oui, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'ils dansaient? Ils dansaient quoi? Parce que bon, justement, c'est à eux qui s'adressaient. Non, pour dire quoi? Tout à l'heure, le docteur Yama dit des choses extrêmement pertinentes. Oui. Mon ami Kamge Faustin aussi, le professeur enseignant. La correspondance qu'il doit avoir entre l'infrastructure de base et la superstructure. C'est vrai. Je ne sais pas comment les gens peuvent nous enfumer dans là où on nous a mis là. Regardez l'Afrique, prenez un pays comme le Cameroun. Vous allez faire quelle économie au Cameroun alors que les multinationales ont tout colonisé l'espace économique? Vous allez faire comment? C'est-à-dire que vous ne donnez aucune perspective à l'entrepreneur qui commence à vendre l'eau ou vendre les sardines pour que demain il fabrique la sardine. Il devienne un milliardaire dans son pays. Parce qu'il aura affaire à qui une fois? À Bolloré. Il aura affaire à tous ces multinationales qui occupent le champ économique. Il faut qu'on comprenne d'où vient le problème. C'est-à-dire que quand vous dites on parle d'alternance, les gens n'évoquent pas ça. L'espace national est le premier endroit où on accumule le capital. C'est là-bas. C'est-à-dire que vous vous exploitez pour votre propre compte d'abord. D'où il parlait tout à l'heure des secteurs stratégiques que l'État doit maîtriser pour générer la plus-value primitive qui permet justement d'enclencher le développement. Mais nous n'avons pas d'espace national, mon cher Jocelyn. Il n'y a pas. Les multinationales étrangères sont partout. Et encore, quelles multinationales? C'est-à-dire des gens sont au niveau de la prédation. C'est-à-dire du 15e siècle. C'est-à-dire ils sont à ce niveau. C'est-à-dire un monsieur comme Bolloré et les autres, il peut avoir quel projet pour le Cameroun, dit comme ça? Quel projet peut avoir pour le Cameroun? Tout l'espace est colonisé. On appelle ça dans le jargon scientifique blocage des forces productives. C'est-à-dire des gens vous parlent d'alternance dans un pays sans vous dire comment on va débloquer les forces productives. C'est-à-dire permettre, n'est-ce pas, aux populations de travailler, de valoriser leur travail. Ça veut dire que les gens travaillent 14 heures de temps ici. Mais c'est très grave. Imaginez que la personne qui travaille 14 heures par jour, quel État, pour le profit du Cameroun, prélève seulement 4, 5, 6 heures de son travail? Mais ce monsieur, quand il travaille, vous savez qui pensionne son travail réellement? C'est la France. C'est le système financier international. L'État camerounais ne peut pas mettre son nez là-bas, il ne s'enrichit pas là-bas. Puisque lui, c'est l'État budgétaire. On lui dit, tu as un budget. Tu as un budget. Pour vous dire à quel niveau c'est grave, les gens font savoir de ne pas voir. Et les gens vous disent dictature. Voilà notre mot fétiche, la dictature. Mais ça fait, vous demandez ces gens étaient à l'école. Prenez le cas du Cameroun. Vous avez vu dernièrement, Covid. Qui est venu faire les grimaces ici au Cameroun? C'est pas l'ambassadeur de France. Pour donner combien au Cameroun? Non, mais dites-le, combien? Et pour ce faire, il a été reçu par le chef de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que tu viens de donner 1 milliard ou combien? Il a dit 1 milliard à un pays, c'est 7 milliards, c'était ça? Mais tu as raison de ne pas savoir. 7 milliards à un pays, tu es reçu par le président. Mais c'est un gouverneur qui te reçoit. Maintenant, il est reçu au palais et il sort, il est dans tous les médias au Cameroun, il voyage. Pourquoi 7 milliards? Il dit qu'il vient nous aider. Oh, c'est notre argent. C'est-à-dire, on entend vous dire que les intérêts de la dette que vous devez payer, vous ne payez pas. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Et lui, il a donné quoi? C'est vos efforts. Peut-être l'intérêt, c'est vous qui payez. Mais l'ambassadeur de France vient vous dire que la France a aidé. La France est aux côtés du Cameroun pour lutter contre le Covid. Aux côtés du Cameroun. Dès qu'il y a un problème chez nous, FMI. Mécanisme élargi de financement. 135 milliards. Mécanisme accéléré de financement. Et les mêmes gens vous disent, vous voyez ça tous les jours, vous dites que non, on est sous la dictature. On est sous la dictature. Que vraiment, le président du Cameroun, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Dès qu'il y a un problème, il vous dit allô FMI. Allô FMI. Dès qu'il y a un problème, l'ambassadeur de France arrive. Il donne 1 milliard, 2 milliards. Il est reçu au palais pour 2 milliards. Un président ne parle pas avec quelqu'un qui donne 2 milliards dans un pays. Un président ne parle pas avec une personne dans de vrais pays
indépendant. Alors qu'il y a des Camerounais qui pourraient Mais également c'est pas donner ces possible. argent. Est-ce que le président reçoit l'ambassadeur parce qu'il donne 2 milliards dans un pays indépendant? Vous voyez ça. Mais vous réussissez à faire quoi dans tous vos médias? Qu'on est en dictature. Vous refusez d'accepter une chose que non. On est en néocolonie. On est en néocolonie. Pourquoi? Vous ne voulez pas froisser la France. Vous ne voulez pas froisser l'ambassadeur français parce que on vous mettra pas au pouvoir. Mais ça, c'est sérieux, ça? C'est ça la politique? Le président camerounais, ce n'est pas lui manquer de respect que de dire que mais il n'est qu'un haut commissaire. Mais c'est cela qui t'agit. Puis c'est quand il y a un vrai problème, il se tourne vers qui? Vers la France et surtout vers l'Occident. FMI est comment? Mondial. Si les gens-là verrouillent, si les verrouillent, bon, on fait comment? Mais vous refusez de voir ces choses. Et vous parlez d'alternance, sans mettre sur la table la question de la Banque mondiale, la question du FMI. Je termine avec ceci, je vois qu'on a placé le temps, que d'autres puissent parler aussi. Vous avez vu Boris Johnson? Quand l'Angleterre était encore dans l'histoire qu'on appelle l'Union européenne, là, les contraintes de l'Eurogroupe interdisaient à l'Angleterre de développer une autre approche économique et financière qui soit autre chose que la dictature de Merkel et des banques qu'elle incarne. Dès que l'Angleterre quitte l'Union européenne, à travers le Brexit, il y a le Covid, l'économie est à terre. Johnson dit, je vais fabriquer de la monnaie. Il n'a pas dit que je vais fabriquer et je vais donner à mes entreprises. C'est-à-dire que je donne directement aux entreprises. Je fabrique. Regardez Trump. Et aucun homme politique au Cameroun, les intellectuels soi-disant, la société, vos machins de malades mentaux là, personne ne met ça sur la table. Dit que même, vous voulez penser la tenance, vous mettez sur la table nos relations avec le FMI, la Banque mondiale, nos relations avec la France, avec les États-Unis, nos relations avec le système international. Mais il faut comprendre une seule chose. C'est trop compliqué pour eux. Ils n'en veulent pas parce que ils sont dans le système. Merci, hein. Président Bandakani, Dr Yam, en quelques secondes, parce que le temps est déjà terminé là. Non, écoutez, moi, je vous ai dit l'essentiel de ce que je pourrais vous dire sur la question de l'alternance. Je répète simplement que c'est un piège dans l'état actuel, parce que l'alternance dont nous parlons est en réalité la reproduction de la bureaucratie, de l'élite bureaucratique qui incarne et stabilise, pérennise le néocolonialisme. À partir du moment où vous comprenez que vous n'êtes pas indépendant, que vous êtes dans le néocolonialisme, vous comprenez que vous êtes dans une situation où en demeure de devoir continuer le combat que les Oumniové, Laurent Moumié et Wandi ont entamé et qui n'est pas encore achevé. Et les éléments essentiels qui vont donc vous permettre d'arriver à l'alternance, c'est pour vous une alternance de système. Quand le système sera changé et que vous aurez installé un système fondé sur vos propres valeurs et vos propres aspirations, qui vous donnera donc votre indépendance, votre souveraineté, votre liberté, à ce moment, on pourra parler d'alternance de régime. Et là, ça aura beaucoup plus de sens. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que de commencer d'abord par vous libérer de l'emprise du néocolonialisme, de mettre en place un système qui est le vôtre. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui en reprenant en main tout ce qui, sur le plan économique, vous donnera les moyens de construire votre pays. D'après les études qui ont été faites par un certain nombre de groupes d'économistes aujourd'hui, des pays comme le Cameroun, s'ils étaient indépendants, en 15 ou 20 ans, obéissant ainsi à la loi qui veut que désormais il est possible de développer un pays en une génération, c'est-à-dire entre 22 et 30 ans, des pays comme le Cameroun, entre 22 et 30 ans, seront des pays développés au regard de la qualité de nos ressources humaines, malgré tout, et au regard de notre capacité de discipline collective. Ne faites pas attention aux désordres que vous voyez là. On a connu ces gens dans ce pays très disciplinés, mais il faut quelqu'un, il faut un système qui les mette dans la discipline. Votre mot de fin, rapidement, parce que le temps est parti. Oui, c'est juste dire que la problématique de l'alternance est une problématique sérieuse, mais lointaine pour le moment. Il faut, comme m'a dit, le docteur, prendre le temps pour renverser ce système et trouver un modèle de développement qui répond aux us et coutumes de notre pays. Messieurs, je vous dis merci. Kamge Tagabo Foustin, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Président Bandakani, merci également d'avoir été là ce matin. Dr Yam, merci à vous également d'avoir été là ce matin. L'équipe, il faut le dire, ce fut fructueux d'ailleurs, comme le dit le président Bandakani.
le festin intellectuel de DBS Matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain vendredi où tout est permis. Eh bien, restez sur notre chaîne, l'information y en continue.